Alors donc ce matin je vais continuer sur la partie que nous avons commencé la dernière fois, principalement donc on va dire l'injection des dépendances et l'inversion de contrôle. Alors je rappelle quand même ce que nous avons fait. Alors principalement la dernière fois donc on avait dit que dans une application il y a la partie back-end et la partie front-end. Et que généralement pour développer une application, la première question qu'il faut se poser, ce sont les exigences d'un projet. Et quand on cherche à répondre à la question quelles sont les exigences d'un projet, il va falloir d'abord les diviser en deux parties. Il y a les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Les exigences fonctionnelles, c'est ce qui relève du métier, c'est-à-dire le besoin métier de l'application. Et les exigences techniques, donc on avait parlé principalement des performances, notamment le problème de montée en charge. Et donc avec la solution qui est la scalabilité, soit verticale ou bien horizontale, ou bien sûr souvent c'est les deux, et la scalabilité verticale et la scalabilité horizontale. Et après nous avons parlé d'un point important qui sera l'objet d'aujourd'hui, c'est la maintenance. C'est-à-dire, quand on développe une application, il faudrait que l'application soit facile à maintenir. Et pour qu'une application soit facile à maintenir, il doit respecter une règle qui est importante de l'ingénierie logicielle, à savoir, une application doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et donc ça veut dire que l'idée c'est quoi? C'est-à-dire comment faire évoluer une application, comment modifier, comment améliorer une application sans avoir besoin de toucher le code source de cette application. Alors justement c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir à travers une démonstration comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Mais avant cela, à part la maintenance, nous avons également parlé de d'autres exigences techniques comme la sécurité, comme la gestion des transactions. Nous avons également parlé des contraintes budgétaires, comment aussi il faut respecter le budget alloué au projet. Et après, nous avons dit que pour créer une application qui respecte aussi bien les exigences fonctionnelles que les exigences techniques, la meilleure façon de faire, c'est de bâtir l'application sur un framework qui est basé sur ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est quoi? L'inversion de contrôle, c'est quoi? C'est de permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier, c'est-à-dire les exigences fonctionnelles, alors que c'est le framework qui va s'occuper des exigences techniques. Donc tout ce qui est la sécurité, tout ce qui est les performances, tout ce qui est la gestion des transactions, la journalisation, etc., 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 l'accès aux données. Généralement, c'est le framework qui s'en occupe. Alors, parmi les frameworks qui sont très connus et qui sont basés sur le principe de l'inversion de contrôle, il y a Spring Framework, notamment, qui est très utilisé par les entreprises. Et justement, si vous travaillez avec un framework comme Spring, et ben Spring, il va vous dire tout simplement la partie sécurité, c'est moi qui m'en occupe. Il y a un framework Spring Security. Pour l'accès aux données, j'ai Spring Data, donc il va vous faciliter le travail. Pour la gestion des transactions, je peux m'en occuper. Pour tout ce qui est la journalisation, etc., 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 etc. Donc, c'est-à-dire, l'idée principale, c'est quoi? Pour chaque exigence technique, on va utiliser le bon framework qui va s'occuper de cette partie-là. Et quand vous avez quasiment le framework qui s'occupe des aspects techniques de l'application, alors que le développeur se concentre sur les aspects fonctionnels, c'est-à-dire le code de métier, bon, ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'inversion de contrôle. Et après, à la fin, nous avons dit que l'inversion de contrôle lui-même, c'est un pattern, c'est un design pattern qui est basé sur, on va dire, qui est basé sur en fait un paradigme de programmation qui s'appelle la programmation orientée aspect. Donc, je rappelle que la programmation orientée aspect, c'est un paradigme de programmation qui consiste à séparer
le code métier du code technique. Donc c'est ça le paradigme. Alors maintenant, donc il va falloir qu'on pratique tout ça et en même temps, j'aurai l'occasion de faire des petits rappels de ce que nous avons fait la dernière fois, mais à travers cette fois-ci une démonstration. C'est-à-dire cette fois-ci, nous allons nous intéresser justement à répondre à ces questions-là. Comment créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension? Comment faire l'injection des dépendances? Parce que ça, c'est un terme qu'on va utiliser. Donc, c'est quoi l'injection des dépendances et comment le faire? Et après, on va justement revenir sur l'inversion de contrôle. Donc, c'est-à-dire que signifie l'inversion de contrôle donc à travers la démonstration qu'on va faire. Alors, pour faire cette démonstration, nous allons en fait nous baser sur un exemple relativement simple. Alors, l'exemple sur lequel on va travailler, donc c'est un exemple dans lequel on va essayer de créer une application qui se compose de trois, on va dire trois couches. La couche DAO, la couche d'accès aux données, la couche métier et la couche présentation. Alors, au niveau de la couche d'accès aux données, la couche DAO, nous allons commencer par, on va dire, le début, c'est-à-dire créer d'abord une interface IDAO. Alors, dans l'interface IDAO, nous allons déclarer une méthode getData. Donc, ça, c'est d'abord, on crée l'interface parce que nous avons en fait, ce que je n'ai pas rappelé, c'est que pour créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension, nous avons dit qu'au moment de la conception, il faut utiliser ce qu'on appelle le couplage faible au lieu d'utiliser le couplage fort. Donc ça, c'est le terme qu'on va beaucoup exploiter dans cette démonstration. Et le couplage faible, ça veut dire que, en fait, une classe dépend d'une interface. Alors quand une classe dépend d'une interface, donc ça, c'est ce qu'on appelle le couplage faible. Et quand une classe dépend directement d'une autre classe, c'est ce qu'on appelle le couplage fort. Et donc, parmi les principes de conception, parmi les bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle, c'est toujours ce principe-là qui dit dépendez des interfaces et ne dépendez pas des classes. Ou bien encore, dépendez des interfaces et ne dépendez pas des implémentations. C'est ce que nous allons essayer d'appliquer ici pour mieux le comprendre. Donc, on va d'abord commencer à créer l'interface IDAO, dans laquelle on déclare la méthode getData. Ensuite, on va créer une implémentation de cette interface, donc qu'on va appeler DAO implémentation. Alors, on va supposer que la méthode getData au départ, c'est une simple méthode. On va supposer qu'elle va chercher, par exemple, une donnée à partir de la base de données. Et après, nous avons la couche métier. Alors, la couche métier, donc, pour nous, donc, on veut faire une application qui permet de faire un calcul. Donc, si vous voulez, le calcul, ça représente le besoin fonctionnel de l'application, une seule opération. Et donc, pour implémenter cette opération calcul, on va d'abord créer l'interface et métier dans laquelle on va déclarer l'interface. Et ensuite, on va créer une implémentation de cette interface. Alors, cette fois-ci, donc, la méthode calcul de la classe métier implémentation donc, a besoin de faire appel à la méthode getData. Donc, c'est-à-dire pour faire le calcul, cette méthode-là a besoin de faire appel à la méthode getData de l'interface IDAO. C'est-à-dire la méthode getData pour récupérer la donnée. Et après, on fait le traitement métier, c'est-à-dire le calcul. Alors justement ici, pour ne pas faire un couplage fort, c'est-à-dire pour ne pas dépendre de la classe, donc nous allons dépendre de l'interface. Donc ici, donc, la classe métier implémentation, donc il dépend de l'interface. Donc ici, on va exploiter le principe du couplage faible. Mais après, par la suite, on va créer la couche présentation. Alors en fait, au niveau de la couche présentation, nous allons voir comment faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances en utilisant trois façons. Donc la première, c'est en utilisant d'abord l'instanciation statique, c'est ce que vous savez faire avec new. Donc c'est-à-dire dans un premier temps, on va utiliser ici le couplage fort, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique. Alors ensuite, on va voir comment faire l'instanciation dynamique, c'est-à-dire comment faire l'instanciation dynamique en se basant sur le couplage faible. Et après, on va voir ce qui nous intéresse, c'est de voir comment faire l'injection des dépendances en utilisant le framework Spring, notamment. C'est ce qu'on va utiliser après par la suite. Donc, notamment avec ces deux versions, la version XML et la version annotation. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire. Donc sans trop tarder, donc je passe directement
sur l'IDE, IntelliJ. Voilà. Alors, vous arrivez à voir mon écran IntelliJ, l'IDE? Oui, monsieur, oui. Parfait. Alors voilà, donc ce qu'on va faire, c'est ça, c'est qu'on va créer un projet Java simple pour le moment, que je vais appeler inversion de contrôle, par exemple N7. Et donc on va pour le moment utiliser un projet Java Maven. Alors en fait, dorénavant, quasiment tous les projets qu'on va utiliser, c'est des projets Maven. Alors donc, c'est quoi Maven? Maven, tout simplement, c'est un outil qui permet de gérer les dépendances dans un projet. C'est-à-dire quand on aura besoin d'ajouter des dépendances au projet, et bien tout simplement, on n'aura pas besoin de les télécharger manuellement et de les ajouter dans le projet. Mais plutôt, on va tout simplement les déclarer dans un fichier donc XML, POM XML, qui est géré par Maven. Et après, c'est Maven qui va se connecter à Internet pour télécharger les dépendances quand il le faut. Alors, quasiment donc dans toutes les applications Java souvent, les projets qu'on crée, c'est des projets qui sont basés soit sur Maven, soit sur Gradle. Alors, Maven et Gradle, ce sont deux outils qui font la même chose. Donc, souvent, on fait un choix entre l'un ou l'autre. Alors ici, donc, ça serait l'occasion pour nous donc, de travailler avec Maven. Alors Java, donc je vais utiliser Java 17. Donc je suppose que je travaille avec Java 17. Et donc je crée le projet. New Window. Donc pour créer le projet, alors d'abord dans un premier temps, en fait un projet Maven, donc c'est un projet dans lequel j'ai un dossier source main Java. Donc c'est dans le dossier Java qu'on va créer donc nos classes. Alors ici donc je vais supprimer delete ce package là qui a été créé par défaut, donc je n'ai pas besoin pour le moment, et je vais créer mes propres packages. Alors dans le dossier Java, donc je vais créer le package DAO, ensuite je vais créer un package métier et je vais créer un package pour la couche présentation. Bon, tout ça c'est une petite application, c'est pas grand chose, donc on va séparer les choses. Alors dans le package DAO, donc je vais donc créer donc la partie accès aux données. Alors dans notre cas, dans cette partie là, nous avons besoin de créer d'abord une interface, new interface, que je vais appeler EDAO. Alors en fait l'interface EDAO, tout ce que je sais pour le moment, c'est que j'ai besoin d'une méthode qui s'appelle getData pour le moment. Alors donc je vous rappelle que quand je crée une interface, je joue le rôle de concepteur. Alors qu'est-ce qui crée les interfaces? Ce qui crée les interfaces, c'est le concepteur. Donc moi je suis concepteur, je crée cette interface. C'est-à-dire je ne fais que déclarer le prototype des méthodes, la signature des méthodes. Alors donc et après toi tu es un développeur, ben, je te demande de me créer une implémentation de cette interface. C'est-à-dire une implémentation d'interface, ça veut dire c'est une classe qui va implémenter cette interface. Donc c'est toujours, vous voyez donc dans les bonnes pratiques, avant de créer la classe, on commence d'abord par créer l'interface. Et ça va nous faciliter beaucoup le développement par la suite. Donc ça c'est une simple interface. Alors maintenant je vais créer une implémentation de cette interface. Donc je vais créer une classe que je vais appeler DAO implémentation. Donc ça, maintenant je suis développeur. Développeur, moi ce que je fais, je crée une classe qui implements l'interface EDAO. Alors bien sûr, quand j'implémente l'interface EDAO, ça veut dire que je suis obligé de redéfinir toutes les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. Alors pour le moment, il y a une seule méthode qui est déclarée dans l'interface, c'est la méthode getData. Ça veut dire que en quelque sorte, le développeur est obligé d'implémenter, de redéfinir toutes les méthodes qui sont déclarées par le concepteur. Alors si vous travaillez avec un IDE comme IntelliJ, donc quand c'est souligné en rouge, c'est ce qui est normal. C'est-à-dire que le fait que quand vous implémentez une interface, il faut bien sûr voir que votre classe soit soulignée en rouge, c'est tout à fait normal parce que il faut redéfinir les méthodes
qui se trouve dans l'interface. Alors je clique sur l'erreur et je demande d'implémenter ces méthodes. Pour le moment, il y a une seule méthode getData et ça me génère donc le squelette de la méthode. Alors ça, c'est une implémentation. Donc là, j'implémente l'interface. Et ici, on va faire quelque chose de plus simple. Donc juste pour dire que supposons que ça, on va afficher un message pour dire que ça, c'est la version base de données. OK. Et on va supposer qu'on va se connecter à la base de données pour récupérer une variable, une valeur data, par exemple, égale 34. Bon. Je suppose que, par exemple, data, c'est la valeur de la température que je vais récupérer à partir de la base de données. Bon, ici, donc, je n'écris pas du code pour se connecter à la base de données, ce n'est pas l'objectif. Et après, je vais retourner data. C'est-à-dire, ici, donc, la méthode va retourner la donnée qui a été récupérée. Alors, ça, c'est pour ce qui concerne la couche DAO. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc créé une interface et après j'ai créé une implémentation de cette interface. En deuxième lieu, alors maintenant je vais passer à la couche métier ici. Alors dans ce cas-là, donc je vais changer de package. Dans le package métier, je vais encore créer une interface qui s'appelle e-métier. Alors, tout ce que je sais maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on déclare généralement dans la couche métier? C'est le besoin fonctionnel. C'est-à-dire, c'est les exigences fonctionnelles. Alors, si vous dites, par exemple, je veux créer une application qui permet de réaliser les tâches A, B, C, ça veut dire que dans cette interface-là, je devrais avoir trois méthodes. La méthode A, la méthode B, la méthode C. C'est le besoin métier. C'est-à-dire ce que vous faites dans les use cases. Généralement, vous le représentez dans le métier. Alors, dans notre cas ici, on veut créer une application qui permet de faire un calcul. C'est-à-dire, le seul besoin fonctionnel métier, c'est calculer quelque chose. Bon, ici, donc, la méthode calcul, il reçoit aucun paramètre et il va retourner un double. Alors maintenant, je vais créer la même chose. Donc, je vais créer une implémentation de cette interface. Alors, pour ne pas refaire la même chose que tout à l'heure, donc je peux tout simplement ici voilà, utiliser Alt. Donc si vous mettez le curseur à la fin de l'interface, vous mettez Alt Entrée. Il y a IntelliJ qui vous propose de créer une implémentation de l'interface. Et là, donc, je peux, d'ailleurs, il vous propose un nom. Alors ici, donc, je vais supprimer le i au début, donc c'est pas besoin. Donc je vais garder la classe avec le nom métier implémentation. Donc vous voyez, donc quand je crée la classe, il me demande de redéfinir. Oui, voyez, donc c'est très rapide. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je viens de créer encore une implémentation de l'interface. Alors maintenant, notre modèle, il est relativement maintenant différent. Pourquoi? Ici, nous avons la méthode calcul, mais dans notre méthode calcul, on a besoin de faire appel à la méthode getData. Donc ici, donc, ça veut dire que la classe métier, cette classe-là va dépendre de cette méthode. Alors, pour ne pas dépendre d'une classe, donc ici, on va utiliser le couplage faible. Ça veut dire que la classe métier dépend directement de l'interface. Alors ça, c'est une dépendance, c'est une relation, c'est une association. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la classe métier, nous allons déclarer une variable DAO de quel type? De type IDAO. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je dépends d'une interface, ça veut dire que je déclare un objet de type i et DAO. Alors ici donc je déclare donc un attribut DAO de type IDAO. Alors le fait que je dépends d'une interface, alors ça c'est tout simplement ce que nous avons appelé le couplage faible. Donc je vous rappelle, c'est quoi la signification du couplage faible? Pourquoi il est intéressant? Couplage faible, ça veut dire que je dépends. Ça veut quoi dire? La classe métier, implémentation, dépend de l'interface IDAO. Alors, la classe métier implémentation dépend de l'interface IDAO. Ça signifie que la classe métier, elle est prête à fonctionner. Avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface. Ça veut dire qu'à un moment donné, métier implémentation, il va fonctionner avec DAO implémentation.
cette classe-là, parce qu'il implémente l'interface. Mais dans le futur, quand on va faire de la maintenance, ben, le client va nous demander de créer, qu'on crée une version, au lieu de se connecter à la base de données, on va plutôt utiliser un web service. Donc au lieu d'une base de données, au lieu de récupérer la valeur de la température à partir de la base de données, on va la créer, on va plutôt utiliser un web service, on va faire appel à un web service. Alors dans ce cas-là, on va créer une autre classe DAO implémentation version 2, c'est ce qu'on va appeler nous la version web service, qui implémente la même interface. Alors, du fait que maintenant métier implémentation dépend de l'interface et IDAO, ça signifie quoi? Ça signifie que ben, la classe métier, elle est prête à fonctionner avec n'importe quelle classe qui implémente cette interface. C'est-à-dire, à un moment donné, on va la faire fonctionner avec la version base de données. Et si on veut basculer, on peut la faire fonctionner avec la version web service. Et quand on va passer de la version base de données vers la version web service, on n'aura pas besoin de changer quoi que ce soit au niveau de la classe métier. C'est-à-dire la classe métier, on n'a pas besoin de modifier le code source. C'est ça la signification de fermer à la modification. Fermer à la modification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon application, il peut utiliser DAO implémentation 2 au lieu de DAO implémentation 1 sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit au niveau de la classe métier implémentation. C'est tout simplement, c'est ça l'avantage du couplage faible. Alors justement, donc ici, donc, le fait de déclarer une variable DAO de type EDAO, donc ça c'est que je suis en train d'exploiter donc le couplage faible. Alors bien sûr, ici, ce n'est pas la peine de chercher à faire égal, à initialiser cet objet-là, parce que si vous essayez de lui donner une valeur, vous allez faire sans doute égal new quelque chose. Et si vous mettez new, ben, vous faites appel à une classe. Et si vous faites appel à une classe, donc ça c'est du couplage fort. Alors ce qui est mauvais. Alors ce qui fait que dans les bonnes pratiques, on vous dit toujours dépendez des interfaces et non pas les implémentations. Alors là, on va respecter ça. On ne dépend que des interfaces. Alors on va voir cet avantage, qu'est-ce qu'il va nous donner. Alors maintenant, je suppose que maintenant, ça y est, donc métier implémentation, il dépend de l'interface EDAO. Donc ici, je suppose que par exemple, je vais utiliser donc cet objet DAO pour récupérer data. J'appelle la méthode getData. Donc vous voyez donc j'appelle la méthode getData. Alors le compilateur, parce qu'en fait il faut savoir que dans Java, en fait il y a deux phases en fait dans n'importe quelle programmation. Il y a la phase de la compilation et la phase de l'exécution. Au moment de la compilation, c'est-à-dire quand vous écrivez le code, le compilateur, comment il va travailler? Pour lui, vous appelez la méthode getData de l'objet DAO. Qu'est-ce qu'il fait le compilateur? Il va regarder la variable DAO, il est de quel type? Il est de type, exactement, il est de type d'abord DAO, IDAO, ok? Et il va regarder dans l'interface IDAO, est-ce qu'il y a une méthode qui s'appelle getData? Oui, donc pour lui, syntaxiquement, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est parce que dans l'interface IDAO, il y a une méthode getData. Mais le compilateur ne va pas se poser la question, est-ce qu'on va utiliser DAO implémentation 1 ou bien DAO implémentation 2? Donc ça, c'est pas son affaire, donc lui, il va pas penser à ça. Donc c'est-à-dire, c'est au moment de l'exécution, quand on va commencer à exécuter, c'est à ce moment-là qu'on va affecter à cette variable une valeur. Et donc au moment de l'exécution, cette variable, comme elle est de type IDAO, donc on pourra lui affecter un objet de type soit DAO implémentation 1, celui-là, comme on peut lui affecter une autre version, c'est-à-dire DAO implémentation version 2 qu'on va créer par la suite. Alors maintenant, je fais le calcul. Supposons par exemple, j'ai un petit calcul à faire. Data multiplié par exemple, 11,4. Donc ça, c'est un petit calcul, par exemple. Et ici, donc, je retourne le résultat. Donc ici, donc ça, c'est un genre de classe dans laquelle j'utilise le couplage fort. Je ne sais pas si je peux agrandir la taille des caractères, peut-être c'est mieux encore.
Voilà, un peu mieux. Donc, ça, c'est donc l'implémentation métier. Donc, c'est-à-dire, je viens d'implémenter maintenant cette classe, classe qui implémente cette interface. Alors maintenant, il reste un petit souci, c'est que la variable DAO, elle est privée. Elle est privée, donc vous savez, une variable privée, ça veut dire qu'en dehors de la classe, on ne peut ni la lire, ni la modifier. Donc ça veut dire que, et comme on n'a pas initialisé cette variable, parce qu'en fait, vous savez, un objet qui n'est pas initialisé, par exemple DAO, la valeur par défaut, ça va rester nulle. C'est-à-dire si vous ne donnez pas de valeur pour un objet, c'est-à-dire vous l'avez pas, que si vous, le fait qu'on n'a pas initialisé, donc il va garder la valeur par défaut. Et la valeur par défaut, c'est null. Alors ce qui fait qu'il nous faut un moyen qui nous permet de modifier, d'affecter à cette variable une valeur après. Alors c'est tout simplement, nous avons deux solutions. Soit utiliser les setters. Donc vous voyez, donc les getters et setters, ils vont servir à ça. Donc rappelez-vous, donc les getters, c'est pour lire les données des variables privées ou protégées. Oui. J'ai pas bien compris le truc de la ligne 9. 9 ici. Oui. Alors, C'est-à-dire le data. alors this égale get data, n'est-ce pas? Donc j'appelle la Ouais. méthode getData de l'objet DAO, n'est-ce pas? Alors pour le Mais moment, mais justement, le c'est DO, c'est une interface. exactement. Alors c'est ça ce que je suis en train de dire maintenant. C'est-à-dire maintenant, il ne faut pas penser qu'est-ce qu'il y aura comme valeur dans D, parce que je ne peux pas le savoir à cet instant. Parce que tout ce que je sais, c'est que j'appelle getData de l'interface. Donc pour le moment, je ne connais pas encore c'est quelle classe. Donc ce qui fait Ah, que ok. le compilateur pour lui, il va compiler. Mais parce qu'on ne va pas encore exécuter. Parce que l'erreur que vous ne devrez pas faire, c'est que n'exécutez pas le code. Quand vous écrivez le code, ne l'exécutez pas dans votre cerveau. C'est un peu ça. C'est-à-dire que pour vous, donc, quand vous déclarez la variable, vous vous posez la question déjà, j'appelle getData. Alors getData, il est où? Où est-ce qu'il? Non. Dans la programmation orientée objet, quand vous appelez une interface, quand vous utilisez une interface, vous appelez la méthode. Vous dites, au moment de l'exécution, je vais appeler cette méthode-là. Mais pour le moment, je ne sais pas quelle version que je vais utiliser. C'est par la suite, quand on va affecter un objet à la variable DAO, c'est à ce moment-là qu'on va préciser c'est quelle méthode qu'on va utiliser, c'est-à-dire c'est quelle classe. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite avec ce qu'on appelle le principe de l'injection des dépendances. Est-ce que c'est clair? Ah, d'accord, ça marche. Donc maintenant, la variable DAO n'est pas initialisée, donc sa valeur par défaut c'est null. Alors donc, bon, j'ai besoin d'une méthode setDAO que je vais ajouter setter. Donc les setters, donc ils vont me servir à affecter à cette variable une valeur par la suite. Alors le setter, en principe, pour vous, vous dites toujours que le setter c'est pour. Alors je vais mettre un commentaire ici. C'est pour. Normalement c'est pour affecter, c'est pour modifier si vous voulez. C'est pour permettre de modifier, c'est pour permettre de modifier la valeur de la variable DAO. Bon, c'est ce que vous faites d'habitude. Alors pour ne pas dire c'est pour modifier, je vais dire c'est pour permettre d'injecter. Parce que quand on modifie une variable, on injecte une valeur dans la variable. C'est pour permettre d'injecter dans la variable DAO c'est pour injecter dans la variable DAO. Alors qu'est-ce qu'on peut injecter? On peut injecter un objet de quel type? De type IDAO. Alors quand vous dites un objet de type IDAO, ça veut dire que c'est pour injecter un objet. C'est un objet d'une classe. Un objet
d'une classe, parce qu'en fait, on parle toujours objet d'une classe. Mais cette classe-là doit implémenter l'interface EDAO. Donc, vous pouvez dire un objet de type EDAO. Ça veut dire quoi un objet de type EDAO? Ça veut dire c'est un objet d'une classe. Mais cette classe-là qui implémente l'interface EDAO. Donc ça veut dire que ici, ce setter-là, je vais l'utiliser par la suite pour faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Alors pour le moment, c'est un setter. Donc après, on va voir également pour faire l'injection, on pourra utiliser également le constructeur, également pour injecter une valeur. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors donc ça c'est un exemple de couplage faible. Alors donc je rappelle juste que le principe du couplage faible, c'est quelque chose, j'avais la dernière fois donné des exemples. Je vais quand même m'arrêter sur un exemple comme ça, donc ce serait l'occasion aussi de rappeler. Alors donc je rappelle juste l'exemple que j'ai donné la dernière fois. C'est que c'est comme si vous dites par exemple dans le couplage faible, supposons j'ai l'unité centrale de l'ordinateur, l'unité centrale d'un ordinateur. Alors, quand je regarde bien l'unité centrale de l'ordinateur, donc je peux dire que si je regarde bien donc l'unité centrale, donc je vois qu'elle est liée à des interfaces. Alors, par exemple, ici, il est lié quelque part à l'interface, par exemple, VGA. Comme ça, ici. Alors, ça, c'est l'interface VGA. Alors, également, il peut être lié à l'interface USB, par exemple, ou autre, peu importe. Donc ça, c'est l'interface USB, c'est-à-dire c'est des ports. Donc après, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'unité centrale est liée à l'interface VGA. Donc ça veut dire que l'unité centrale, il peut fonctionner avec n'importe quel périphérique qui implémente l'interface VGA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons j'ai un écran. Alors ici, j'ai l'écran. Bon, l'écran, je peux le brancher, je peux l'utiliser via l'interface VGA. Pourquoi? Tout simplement parce que l'écran, il implémente l'interface VGA. Donc si je vois bien l'écran, donc je trouve quelque chose comme ça. Pas de problème. Alors si vous voulez donc l'écran, je peux l'utiliser avec l'unité centrale, je peux le brancher parce que donc ça il implémente la même interface. Alors c'est pareil, si je prends par exemple un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur, c'est également un périphérique qui implémente l'interface VGA. Alors maintenant, ça veut dire que celui qui crée l'unité centrale, donc tout ce qu'il sait, c'est qu'il est lié à l'interface VGA. Mais il ne va pas se poser la question, quand je construis l'unité centrale, je me pose pas la question, qu'est-ce qu'on va brancher ici? Est-ce qu'on va brancher l'écran ou le vidéoprojecteur? Donc pour lui, l'unité centrale, elle est liée à l'interface VGA. Donc ça veut dire que c'est au moment de l'exécution, au moment de démarrage de l'ordinateur, que c'est l'utilisateur qui va choisir est-ce qu'il va brancher l'écran ou bien est-ce qu'il va brancher le vidéoprojecteur. Donc vous voyez ici, donc ça c'est le principe du couplage faible. Donc ici, donc j'utilise le principe du couplage faible en utilisant donc la même chose, ces interfaces. Alors c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. C'est que quand je crée la classe métier, donc je dépends de l'interface EDAO. Mais je ne me pose pas la question quelle
quelle implémentation, c'est-à-dire quelle est la classe, quelle implémentation de cette interface que je vais utiliser. Donc ici, donc, je garde tout simplement l'objet DAO. Donc j'appelle la méthode getData de l'objet DAO. Pour moi, c'est une interface. Je ne connais pas la classe. Donc c'est toujours ça le couplage faible. Alors maintenant, pour voir mieux, donc on va créer une couche présentation. Alors dans la couche présentation, je vais créer une classe présentation 1. Alors dans laquelle je vais commencer, j'ai la méthode main dans laquelle je veux faire un calcul. Alors bien sûr, pour le moment, pour faire le calcul, je vais faire le plus simple, c'est que je vais instancier cette classe. Donc je dois créer un objet de cette classe. Et pour créer un objet de cette classe, donc j'utilise l'instanciation statique. Et après, on peut améliorer. Donc je vais créer un objet métier égal new métier implémentation. Et après, je vais essayer de faire appel à la méthode calcul. Alors, bien sûr, si vous faites ça, vous allez voir qu'en exécutant ça, vous allez avoir une exception qui est très connue. Alors, l'exception s'appelle null pointer exception. Alors, null pointer exception, donc je vous rappelle, c'est une exception qui indique quoi? Qui indique que vous êtes en train, au moment de l'exécution, vous êtes en train de faire appel à la méthode d'un objet qui est nul, qui n'est pas créé. Alors, si vous regardez l'origine de l'exception, c'est la méthode calcul. Et si vous cliquez sur métier implémentation, donc je vois bien ici, effectivement, c'est la question que votre collègue a posée tout à l'heure parce qu'il s'est posé cette question-là. Alors ici, donc au moment de l'exécution, j'appelle getData de l'objet DAO. Or, l'objet DAO, elle est nulle. C'est-à-dire que vous êtes en train d'appeler la méthode getData d'un objet qui n'est pas créé. C'est comme si vous dites dans l'interface VGA ici, vous démarrez votre ordinateur et ici, vous n'avez rien branché. Vous n'avez branché ni le vidéoprojecteur ni l'écran. Alors donc quand vous démarrez l'unité centrale, ben ici donc il va vous afficher une erreur, il va vous dire qu'il y a on va imaginer que il va nous dire que l'unité centrale a besoin d'un écran ou bien il a besoin de quelque chose branché au niveau de VGA. Donc ici, nous avons bien sûr, c'est-à-dire ici une exception de type null pointer exception, ce qui est normal. Alors maintenant, pour que mon application puisse fonctionner, ben, il faudrait affecter à cette variable une valeur. Donc vous voyez, donc dans la couche présentation, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tout simplement faire quelque chose comme ça, métier.setDAO. Donc, c'est-à-dire, je vais accéder à l'objet métier dans lequel j'appelle setDAO, c'est ce setter-là, et qu'est-ce que je vais affecter à cette variable? Je vais lui affecter une valeur. Mais si je vais lui affecter une valeur, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois brancher, si vous voulez, dans cette variable, un objet new. Alors là, je peux mettre new DAO implémentation. Donc, c'est comme si vous êtes en train maintenant d'affecter à la variable DAO en fait un objet de type DAO implémentation. Alors pour ne pas faire ça directement, je vais le faire en deux étapes. C'est-à-dire, je vais d'abord créer un objet DAO implémentation que je vais appeler DAO égale new DAO implémentation. Comme ça. Alors c'est comme si vous dites, je vais d'abord créer l'écran. Donc ça c'est un objet. Et ensuite je vais créer l'objet métier. Donc vous voyez donc qu'est-ce que je fais dans la base. Donc je crée ici, donc j'ai les deux instructions que j'ai ici. Ça permet quoi? La première, 1. Et ça c'est la deuxième. Alors la première, c'est... Donc qu'est-ce qu'il permet de créer? Il permet de me créer un objet, comme ça. Il permet de créer un objet de la classe que j'ai appelé DAO de type
DAO implémentation. Je crée un objet de type DAO implémentation. Ça, c'est le premier. DAO. Alors, tout ce que je sais, c'est que dans cet objet-là, j'ai une méthode. J'ai une méthode getData. Alors ensuite, ça, je crée un objet DAO implémentation. Je crée un objet métier implémentation. De la même manière. Donc je crée un objet métier. De type métier implémentation. Ça c'est impl. Un objet métier de type métier implémentation. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans cet objet métier? Alors d'abord, j'ai une variable DAO. Une variable DAO. Alors pour le moment, par défaut, elle est nulle. Ok, le laisse comme ça. Et après, j'ai une méthode calcul. Et après, j'ai une méthode calcul. Bon, l'attribut DAO, il est privé. Voilà. Donc, j'ai deux objets qui sont créés. Donc, j'ai créé l'objet DAO. C'est comme si vous dites j'ai l'écran. Et après, j'ai créé l'unité centrale. J'ai l'objet métier. Maintenant, pour que mon application puisse fonctionner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir brancher l'écran à l'unité centrale. Ça veut dire qu'il va falloir affecter cet objet-là à cette variable. Il faudrait associer les objets. Alors pour le faire, donc il va falloir, soi-disant, accéder dans la troisième étape. Donc dans la troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder à l'objet métier, point, notre objet métier, c'est-à-dire cet objet-là. On va accéder à sa variable DAO, point DAO, égale à quoi? Égale à cet objet, c'est-à-dire égale cet objet-là que j'ai ici, c'est égal à la variable DAO. Alors, sauf que, bien sûr, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, c'est que la variable DAO, ici, de l'objet, elle est privée. Donc, je ne peux pas y accéder. Elle est privée. Alors, pour modifier la valeur de la variable, donc je vais utiliser set, le setter. Set DAO. Et je vais lui affecter la variable DAO. Donc, au lieu de faire ça, donc j'utilise bien le setter. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, je suis en train tout simplement d'affecter à cette variable-là, parce que ça, c'est une variable. Alors, je fais les choses tout doucement, comme ça, on est sûr que ça, c'est une variable. Alors, cette variable-là, on va lui affecter cet objet. Ça veut dire que maintenant, je vais avoir ici une référence vers cet objet-là, une relation, comme ça. Voilà. Alors ici, quand vous faites ça, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, la réalité des choses,
Bon, c'est juste pour revenir toujours parce que pour moi, ce cours-là, donc, c'est l'occasion de revenir sur les bases de la programmation orientée objet. Alors, quand est-ce qu'on dit que, quand est-ce qu'on dit que deux objets sont liés par une relation? Alors, j'ai un objet A. Vous savez que les objets, quand vous les créez, ben, les objets sont créés au niveau de la mémoire, la RAM. Je suppose que ça, c'est la mémoire. Alors ça, c'est la mémoire de votre ordinateur. Là. Alors maintenant, quand vous dites par exemple, je crée un objet, donc quand vous dites je crée un objet DAO implémentation, qu'est-ce que vous faites? Il y a un objet qui va être créé, cet objet DAO implémentation, il va se trouver quelque part. Il sera créé quelque part dans la mémoire. Et bien sûr, cet objet-là qui est créé, ok? Cet objet-là, il a une adresse mémoire. Alors j'imagine que ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire à cet endroit-là, ici, alors je fais des choses comme ça. Donc à cet endroit-là, donc il a une adresse mémoire. Je fais n'importe quoi, je mets une valeur quelconque. L'adresse mémoire, par exemple, alors normalement une adresse mémoire, c'est un nombre qui est choisi aléatoirement, c'est-à-dire c'est l'endroit où l'objet est stocké. Par exemple, je mets n'importe quoi, 430, voilà. Ça, je suppose que l'adresse mémoire, c'est ça. C'est-à-dire que l'adresse mémoire de cet objet-là, c'est 432. Normalement, c'est un nombre plus que ça, c'est un nombre hexadécimal souvent. Alors, et après, donc ça c'est, vous créez un objet, donc il a une adresse mémoire. Donc vous avez un objet qui se trouve quelque part dans la mémoire. Et ensuite, deuxième étape, vous créez un autre objet. C'est celui-là. Alors cet objet-là, il est quelque part dans la mémoire. La même chose, je suppose qu'il a une autre adresse mémoire. Ici. Par exemple, je suppose 567. Alors qu'est-ce que vous avez finalement? Vous avez deux objets, vous créez deux objets. Un qui se trouve quelque part dans la mémoire et un autre dans une autre adresse mémoire. Alors quand est-ce qu'on dit que l'objet métier est en relation avec l'objet DAO? C'est-à-dire un objet métier, il est en relation avec l'objet DAO. Alors quand l'objet métier possède l'adresse mémoire de l'objet DAO, ça veut dire que l'objet métier possède une variable dans laquelle on va stocker l'adresse mémoire de l'objet. Donc finalement, ça veut dire que cette adresse mémoire, en quelque sorte, que vous avez ici, ben, il faudrait l'affecter à cette variable ici. Donc, c'est-à-dire, maintenant, si vous le laissez comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit que l'objet métier est lié à l'objet DAO. Pourquoi? Ça veut dire que l'objet métier possède l'adresse mémoire de l'objet DAO. Ça veut dire que l'objet métier peut contacter l'objet DAO. Donc on schématise ça avec une flèche, tout simplement comme ça. Donc vous avez ici, c'est-à-dire vous avez cet objet-là, il va pointer vers cet objet. Voilà.
Alors maintenant, on dit que maintenant, ça c'est de l'injection des dépendances. L'injection des dépendances, c'est-à-dire c'est prendre l'adresse mémoire d'un objet et l'affecter à une variable d'un autre objet. Donc ça veut dire que l'autre objet maintenant, il est lié à l'objet. L'objet métier, il est lié à l'objet DAO. Ça veut dire que l'objet métier peut contacter l'objet DAO. Alors sauf que cette relation ici, elle est unidirectionnelle. Alors vous voyez donc qu'elle est dans un seul sens. Ça veut dire quoi une relation unidirectionnelle? Ça veut dire que l'objet métier possède l'adresse mémoire de l'objet DAO. Ça veut dire que l'objet métier peut contacter l'objet DAO. Mais par contre, l'objet DAO ne possède pas l'adresse mémoire de l'objet métier. Donc c'est pour cela d'ailleurs que si vous voyez ici dans notre modèle que nous avons ici, nous avons utilisé une flèche comme ça. Alors le fait d'utiliser cette flèche dans ce sens-là, ça veut dire que l'association elle est unidirectionnelle. C'est l'objet métier qui va utiliser DAO. Alors que l'objet DAO n'a pas besoin de faire appel à l'objet métier. Ici. Donc ça, c'est une relation qui est unidirectionnelle. Alors maintenant, c'est ce qu'on va faire ici. Comment on va affecter la variable? Alors si vous voulez avoir une association bidirectionnelle, alors ça veut dire quoi? Deux objets qui sont liés par une relation bidirectionnelle. Ça veut dire que l'objet A possède l'adresse mémoire de l'objet B et l'objet B possède l'adresse mémoire de l'objet A. Donc ça veut dire que l'objet A peut contacter l'objet B et l'objet B peut contacter l'objet A. Alors ça, vous pouvez dire c'est une relation qui est bidirectionnelle. C'est comme si vous dites, moi j'ai votre adresse, donc je peux vous contacter. Et vous avez mon adresse, vous pouvez me contacter. Donc ça, c'est une relation qui est bidirectionnelle. Alors c'est ça l'orienté objet, parce que quand on crée des applications, on crée que des objets en mémoire. Chaque objet se trouve quelque part dans la mémoire, il a une adresse mémoire. Et après, un objet a besoin de faire appel à un autre objet. Mais pour qu'un objet A puisse faire appel à un objet B, il faudrait que l'objet A dispose d'une variable qui contient la référence vers l'objet B. Et cette référence, tout simplement, en réalité, c'est une adresse mémoire. Donc c'est à peu près ça. Donc ici, le fait d'utiliser ici métier.setDAO, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prends l'adresse mémoire, parce que la variable DAO, qu'est-ce qu'elle contient? La variable DAO, c'est elle qui contient l'adresse mémoire de cet objet-là. Parce que quand vous faites new DAO implémentation, la réalité c'est quoi? C'est que new, il crée l'objet, mais new, il retourne cette adresse mémoire. Il la retourne. Et bien cette adresse mémoire, on va la stocker dans cette variable DAO. C'est-à-dire qu'en fait, les variables que vous déclarez, il contient, dans lesquelles vous affectez les objets, c'est des variables qui contiennent en réalité, c'est l'adresse mémoire de l'objet. Bon, dans notre langage de programmation, c'est ce qu'on appelle des pointeurs. Les pointeurs, c'est quoi un pointeur? C'est une variable qui contient l'adresse mémoire d'un objet ou bien d'une autre variable, si vous voulez, en quelque sorte. Alors ici, donc, je fais ici métier.setDAO. DAO. Donc, je suis en train d'aller vers la variable DAO de l'objet métier et je vais lui affecter la référence de cet objet-là. Donc, c'est techniquement parlant, par exemple, avec l'unité centrale, qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement l'écran et je vais le brancher ici, sur l'interface VGA, sur cette variable-là. Et dans ce cas-là, maintenant, quand je démarre mon ordinateur, alors mon ordinateur va utiliser l'écran. Et si par exemple, à un moment donné, je ne veux pas utiliser l'écran, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, je peux brancher par exemple le vidéoprojecteur. Je peux prendre le vidéoprojecteur et je le branche sur ici. Donc ça veut dire que le fait d'utiliser une interface, c'est que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est l'utilisateur qui va décider qu'est-ce qu'il veut injecter, qu'est-ce qu'il veut brancher dans cette interface. Est-ce qu'il va brancher l'écran ou bien le vidéoprojecteur? Alors ça, c'est ça l'intérêt du couplage faible. C'est le fait de passer via des interfaces. Alors bien sûr, on n'a pas encore terminé. Et si on regarde maintenant ici, j'ai l'objet DAO, j'ai l'objet métier. Et pour faire l'injection des dépendances, qu'est-ce que je dois écrire? Métier.setDAO. Voilà, c'est métier.setDAO. Très bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'injection des dépendances. L'injection des dépendances.
Alors maintenant, si vous appelez la méthode calcul, vous dites le résultat égal à ça, métier.calcul. Alors là, ça va marcher parce que j'ai satisfait les dépendances. Donc vous voyez, donc le résultat égal, il calcule, en utilisant quelle version cette fois-ci? C'est la version base de données. Maintenant, la méthode calcul, quand j'appelle la méthode calcul ici, la méthode calcul fait appel à la méthode getData. Mais cette fois-ci, en l'exécution, il va appeler la méthode getData de quel objet? Et bien tout simplement de cette méthode-là, getData, qui va afficher le message version base de données. Et donc, et bien sûr, voilà, donc il retourne la valeur. Alors maintenant, supposons notre application fonctionne comme ça. Il fonctionne. À un moment donné, ça marche. Et 6 mois après, il y a le client qui nous appelle pour nous dire, voilà, donc dans l'ancienne version, on se connecte à la base de données pour chercher la valeur de la température. Alors que maintenant, nous avons besoin, plutôt on veut que ça soit un web service. Pour récupérer cette température, on a besoin de faire appel à un web service. Alors pour faire de la maintenance de l'application, eh ben, l'entreprise va envoyer un développeur qui va créer une nouvelle classe. Il va créer une nouvelle classe qu'on va appeler DAO implémentation 2 qui implémente cette interface. Donc je vais créer une classe DAO implémentation 2. Alors ça, c'est un autre développeur qui va faire ça. C'est ça, c'est 6 mois après, qui va implémenter l'interface DAO. Donc vous voyez, donc le développeur, il implémente une interface qui a été déjà développée par un concepteur. Ça veut dire qu'il est obligé de redéfinir les méthodes qui se trouvent dans cette interface. Donc il est obligé de redéfinir la méthode getData. Ben, ici, il va dire, voilà, c'est la version web service. La version web service, on va supposer qu'on va récupérer une donnée, data, égale, ici, data par exemple, égale 55. Ici, je vais retourner data. Donc ici, je viens de créer une nouvelle, ce qu'on appelle, c'est une extension. Donc cette classe-là, c'est une extension, c'est-à-dire c'est une classe que je vais créer par la suite pour améliorer l'application. C'est une extension. Alors maintenant, si je regarde bien le modèle tel qu'il est ici, j'essaie toujours de vérifier si l'enregistrement est toujours en cours, parce que comme ça, la dernière fois, donc j'ai pas fait attention, il s'est arrêté tout seul, je sais pas pourquoi. Donc tout va bien. Alors ici donc, si on essaie d'analyser ça. Alors, si je prends par exemple, dans notre cas, si je prends la couche DAO, la couche DAO, est-ce qu'elle est fermée à la modification? Ben, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que la classe DAO implémentation ne dépend d'aucune autre classe. Et quand vous avez une classe qui ne dépend pas des autres classes, vous pouvez dire qu'elle est fermée à la modification. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? Oui. Parce qu'il y a une interface. Ça veut dire quoi? Il y a une interface DAO. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment donné, je peux créer de nouvelles classes, par exemple DAO implémentation 2, qui implémente cette interface. C'est ce qu'on appelle des extensions. Donc, elle est ouverte à l'extension. Quand il y a une interface, ça veut dire qu'elle est ouverte à l'extension. Maintenant, j'arrive à la couche métier. Est-ce qu'elle est fermée à la modification? Oui. Pourquoi? Parce que la classe métier implémentation ne dépend que des interfaces. Donc, il dépend que de l'interface DAO. Et quand vous avez une classe qui dépend que des interfaces, c'est-à-dire le couplage faible, vous pouvez dire qu'elle est fermée à la modification. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? Oui. Pourquoi elle est ouverte à l'extension? Parce que vous avez une interface métier. Ça veut dire quoi? Vous avez une interface métier, ça veut dire que, supposons je vous demande, on veut créer une nouvelle version de la méthode calcul, il y a une nouvelle formule qui a changé, ben, on n'a pas besoin de modifier le code source de la méthode calcul ancienne, et il suffit de créer une nouvelle classe qui implémente cette interface. Donc ça, c'est-à-dire elle est ouverte à l'extension parce qu'il y a une interface. Alors maintenant, j'arrive à la couche présentation telle que nous l'avons créée ici, la couche présentation. Alors maintenant, la question, est-ce que cette couche présentation, d'après vous, est-ce que cette couche présentation est fermée à la modification?
Non, monsieur, non. Non. Alors, cette couche présentation n'est pas fermée à la modification. Pourquoi? Parce que j'utilise ici des classes. Je fais new DAO implémentation. C'est-à-dire, c'est du couplage fort. Donc, le fait qu'il utilise le couplage fort, c'est-à-dire qu'il fait appel à des classes, donc vous ne pouvez pas dire qu'il est fermé à la modification. Donc ça, il est ouvert à la modification. Alors, je vous donne maintenant le cas. Supposons maintenant mon application veut utiliser la version web service au lieu de la version base de données. Alors, dans la couche DAO, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Dans la couche métier, je n'ai pas besoin de faire la modification. Mais par contre, dans la couche présentation, là, je suis obligé de mettre ici DAO implémentation version 2. Alors, je ne l'ai pas créé déjà. Je l'ai créé, non? Non, vous l'avez créé juste parce que vous l'avez mis dans le... Ah, je ne l'ai pas mis dans le bon package. Ouais, ouais. Elle est là. Donc, je vais la déplacer ici, dans le package DAO. Tout simplement, je peux la mettre dans un autre package. Package extension, EXT. Je suppose que ça, c'est des extensions. Je vais créer le package, donc Alt Entrée. Je vais déplacer ça dans le package. Bon, tout simplement, je vais créer un autre package ici, EXT. Et je vais la déplacer vers ce package. Alors maintenant, je reviens à la couche présentation c'est-à-dire pour utiliser la version 2 au lieu de version 1. Ici, donc, je vais utiliser la classe DAO implémentation version implémentation 2. Ici, je dois changer le code source. Donc, le fait de changer ici, j'exécute mon application. Alors là, j'ai le calcul, mais en utilisant version web service. Et si je veux encore, donc si vous faites ça, si je veux encore revenir à la version base de données, je suis obligé de modifier le code source ici. Au lieu de dire implémentation, je dois modifier ici et je reviens vers la version base de données. Donc, ce qui fait que maintenant, notre couche présentation, elle est ouverte à la modification. Ce n'est pas encore parfait. OK? Alors, la question maintenant qu'on va se poser, qu'est-ce qu'on va faire pour que cette couche présentation soit également fermée à la modification? Parce que je vous rappelle que notre objectif, c'est de créer une application qui est complètement fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et comme ça, on va faciliter le travail de maintenance par la suite. Donc, déjà, c'est très bien. Pourquoi? Pourquoi c'est très bien? Parce que si on analyse un peu ce que nous avons, alors si on analyse ce que nous avons, on peut dire ça. On peut dire que donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, alors pour la couche DAO, on suppose que nous avons une centaine d'interfaces et de classes au niveau de la couche DAO. Il est fermé à la modification, ouverte à l'extension. On va la garder. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de toucher le code source. J'ai la couche métier. On suppose qu'il contient une centaine d'interfaces et de classes. Il est fermé à la modification, ouverte à l'extension. On va les garder, on n'aura plus besoin de les toucher. Et là, quand j'arrive à la couche présentation, tout simplement dans la couche présentation, il y a une seule classe qui va subir les modifications. C'est-à-dire quand il y aura de la maintenance, on ne va pas chercher à modifier le code ici, on ne va pas chercher à modifier le code là. La seule classe qui va subir de la maintenance, c'est la couche présentation. Et dans cette classe-là, dans la classe dans laquelle on crée les objets, et on fait ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Bon, ce genre de classe, c'est ce qu'on appelle une factory, c'est-à-dire une fabrique ou bien une usine. C'est-à-dire c'est là où on crée les objets. C'est-à-dire au départ, je crée les interfaces, les classes, les interfaces, les classes. Et quand j'exécute l'application, au démarrage de l'exécution, je vais vers l'endroit où l'application s'exécute, c'est-à-dire le point d'entrée de l'application. Alors, le point d'entrée de l'application, c'est la méthode main.
C'est-à-dire là, on va commencer l'exécution. Donc on va vers, c'est-à-dire la partie qui démarre en premier lieu. Et bien tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à créer les objets, on fait l'injection des dépendances. Alors ce genre de classe, c'est ce qu'on appelle une factory ou bien une fabrique. C'est-à-dire c'est là où on fabrique les objets. Alors pour le moment, notre fabrique n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que cette fabrique-là, elle est toujours ouverte à la modification. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, ben, tout simplement, on est obligé de modifier ici le code source. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre cette couche présentation également fermée à la modification. Alors pour cela, on ne va pas utiliser new, on ne va pas utiliser l'instanciation statique. Donc je vous rappelle que quand vous utilisez new, ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'instanciation statique. L'instanciation statique, quand vous utilisez new, c'est de l'instanciation statique. Pourquoi on l'appelle statique? Parce que quand vous faites new, ça suppose que vous connaissez la classe. Et quand vous utilisez new, vous appelez forcément une classe. Et si vous appelez une classe, c'est du couplage fort. Ça veut dire qu'il y a problème au niveau de la maintenance. Donc vous voyez bien, new, ça pose un problème. C'est-à-dire un chef de projet, quand il regarde le code source des développeurs, ben, à chaque fois qu'il trouve new, il s'arrête. Il va lui dire new, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est une classe. Est-ce que tu as pensé à la maintenance? Quand on va utiliser une autre version de cette classe, ben, ça c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est quoi l'idéal? L'idéal dans un développement, c'est carrément de ne pas utiliser ce new-là dans notre code. Alors bien sûr, c'est impossible. C'est-à-dire, quand vous mettez par exemple, votre application a besoin de faire new date, par exemple. New date, c'est la date système. Il n'y a pas de problème parce que la classe date, c'est une classe Java. Donc, c'est une classe qui ne change jamais. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème, vous utilisez new. Quand vous utilisez new scanner, par exemple, de Java, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est une classe Java. Mais par contre, quand vous utilisez new, une classe que vous avez créée vous-même, là, il y a problème. C'est-à-dire qu'il faut penser à la maintenance. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Alors pour résoudre ce problème, on va faire ce qu'on appelle l'instanciation dynamique dans un premier temps. Et après, je vais vous montrer comment le faire en utilisant le framework Spring. Maintenant, voyons comment faire l'injection des dépendances par instanciation dynamique. Comment faire l'injection des dépendances par instanciation dynamique. Alors pour faire ça, nous allons créer un fichier de configuration pour notre application. C'est-à-dire, dans le projet, je vais créer new file. Un fichier que je vais appeler newconfig.txt. C'est un simple fichier texte. Là, je vais supposer que dans la première ligne, je vais écrire dao implémentation. C'est-à-dire, je vais mettre le nom de la classe que je vais utiliser. Ici, donc, je suppose que je vais utiliser DAO implémentation. Alors, pour utiliser DAO implémentation 2, je vais remplacer ça par extension.dao implémentation 2. Donc, c'est-à-dire, c'est l'utilisateur qui va choisir ici, est-ce qu'il veut utiliser cette version-là, version base de données, ou bien est-ce qu'il veut utiliser la version web service. Alors ici, au niveau du package, donc j'écris le nom du package, point, le nom de la classe. Dans la deuxième ligne, je vais écrire le nom de la classe métier implémentation. C'est-à-dire cette classe-là, qui se trouve dans ce package métier. Alors maintenant, l'application que je vais créer, la couche présentation que je vais créer, alors présentation 2, dans laquelle j'ai la méthode main. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je veux faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça. Mais sauf que, c'est-à-dire j'ai besoin de créer un objet DAO, j'ai besoin de créer un objet métier et j'ai besoin de faire l'injection des dépendances. Je vais faire ça, mais au lieu de le faire de manière statique, je vais le faire de manière dynamique. Alors d'abord, voyons comment créer l'objet DAO. Alors maintenant, quand mon application va démarrer, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord lire ce fichier texte. Alors pour lire ce fichier texte là, donc je vais utiliser, le plus simple c'est d'utiliser la classe scanner. Scanner égale
new scanner, new file. Je vais lire un fichier qui s'appelle config.txt. txt. Alors ici, donc, il y a une exception qu'il faut traiter. Donc, je vais utiliser Alt-Entrée et je fais soit try catch ou bien je fais throws. Ici, donc, vous voyez ici, throws file not found exception, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas, il va générer une exception de type file not found exception. Alors, ça, c'est la première des choses. Après, je vais déclarer une variable que je vais appeler DAO class name égale à quoi? Égale scanner point next line égale next line. Alors, c'est-à-dire que je lis la première. Next line, ça veut dire quoi? Je vais lire la première ligne du fichier texte. C'est là. Donc, je viens de lire. Au moment de l'exécution, vous voyez, donc ce n'est pas au moment de la compilation. Au moment où je vais exécuter l'application, c'est à ce moment-là que l'application va aller vers le fichier. Il va chercher qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la première ligne contient le nom de la classe. Ben, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver le nom là, je ne le connais pas, et je le mets dans cette variable. Maintenant, je vais créer un objet de cette classe. Si vous voulez vérifier, vous faites par exemple, si vous affichez la variable DAO class name, vous exécutez, vous vérifiez que ça, il n'y a pas de problème, donc j'arrive à lire. Alors maintenant, je connais le nom de la classe au moment de l'exécution. Vous voyez donc, je ne connais pas le nom de la classe au moment de la compilation. Mais je vais supposer qu'au moment de l'exécution, je connais le nom de la classe. C'est-à-dire, au moment de l'exécution, mon application va vers le fichier, il va chercher le nom de la classe. Maintenant, je vais créer un objet de cette classe, c'est-à-dire je veux faire new, DAO implémentation. Sauf que ici, je ne peux pas utiliser new, parce que ça, c'est pas possible. Je vais faire ce qu'on appelle l'instanciation dynamique. Alors, dans Java, si vous voulez faire l'instanciation dynamique, il faudrait d'abord charger la classe en mémoire. Alors, pour charger une classe en mémoire, on va utiliser un objet de type classe, avec C majuscule. Je déclare un objet classe que je vais appeler CDAO égale classe et on va faire appel à une méthode qui s'appelle forName. Alors cette méthode-là, elle est importante, il faut la comprendre. Alors quand vous mettez class.forName, vous lui donnez le nom d'une classe. Qu'est-ce qu'il fait la méthode forName? Au moment de l'exécution, il va chercher si cette classe existe réellement, c'est-à-dire si le bytecode de cette classe existe. S'il existe, il va la charger en mémoire. S'il n'existe pas, il va générer une exception qui est très connue, que vous devrez connaître, qui s'appelle class not found exception. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez que forName est souligné en rouge. Si je fais Alt Entrée, et je vois ici throws exception, je vois ici class not found exception. C'est-à-dire que cette méthode, elle est susceptible de générer une exception au moment de l'exécution si la classe n'existe pas. Si cette classe que vous êtes en train de lui demander de charger en mémoire, s'il n'existe pas, et bien tout simplement, il va générer l'exception. Alors, supposons qu'elle existe. Maintenant, la classe est chargée en mémoire. Et dans Java, toutes les classes et les interfaces sont chargées en mémoire sous forme d'un objet de type classe. C'est comme ça. La JVM, à chaque fois que vous utilisez une classe, soit avec new ou bien autrement, la première des choses que fait la JVM, la machine virtuelle Java, c'est que il va d'abord, si la classe est appelée la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord charger le bytecode en mémoire. Il va d'abord charger la classe en mémoire. Et quand il charge une classe en mémoire, il va la charger sous forme d'un objet de type classe. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet objet de type classe? Ben, cet objet-là, il va mettre tout simplement quels sont les attributs de la classe, quelles sont les méthodes, quelles sont les annotations, c'est-à-dire c'est un objet qui contient la structure de la classe. Donc, maintenant la classe est chargée en mémoire sous forme d'un objet de type classe. Maintenant, je vais créer un objet de cette classe. Et pour créer un objet de cette classe, je vais utiliser la classe CDAO new instance. Alors, si vous faites new instance, ça marche. Mais là, vous voyez qu'il est barré
tout simplement parce qu'il est deprecated, mais dans les nouvelles versions de Java, c'est pour faire mieux. Donc, on va utiliser cda.getConstructor. Donc, vous spécifiez quel constructeur que vous voulez utiliser. Donc, j'appelle un constructeur sans paramètres et je fais new instance. Ça, c'est mieux. Alors, la même chose ici, quand vous instanciez une classe dynamiquement, bon, il y a des exceptions qu'il faut également traiter. Donc, si vous voulez, il se peut que le constructeur sans paramètre n'existe pas. Il se peut que le constructeur soit privé. Donc, ce qui fait qu'il y a des exceptions également qui peuvent être générées. Alors, ces exceptions-là, donc, si vous voulez les connaître, vous faites juste ça. Alt entrée. Et vous voyez donc ici, vous avez une exception qui est no such method exception. Alors, no such method exception, c'est une exception qui est générée quand vous tentez au moment de l'exécution de faire appel à une méthode qui n'existe pas. Ici, donc, je suppose que si le constructeur sans paramètre n'existe pas, il va générer une exception no such method exception. Et la méthode new instance, la même chose. Au moment de l'instanciation, il se peut qu'il génère une exception. Quelle exception? Bon, ça, c'est des exceptions, il faut juste connaître les normes, mais après, on va voir, on va pas toujours faire. Donc, vous voyez ici, vous avez invocation target exception. Donc, c'est-à-dire, c'est une exception qui signifie que vous êtes en train d'appeler la méthode, une méthode dans un objet, c'est-à-dire qui ne contient pas cette méthode. Donc, vous êtes en train d'appeler, quand on appelle une méthode d'un objet qui ne contient pas cette méthode-là de façon dynamique, il ne génère ce qu'on appelle invocation target exception. Vous êtes en train de tenter d'appeler la méthode d'un objet, mais cet objet-là n'a pas cette méthode. Instantiation exception, donc c'est-à-dire il y a un problème d'instanciation. Donc ça peut être une exception qui est générée, je ne sais pas quoi. Illegal access exception, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'accéder au constructeur. Parce que parfois ce qui se passe, c'est que je peux créer une classe qui a un constructeur privé. Et quand vous avez un constructeur privé, ça veut dire que techniquement, vous n'avez pas le droit d'accéder à ce constructeur. Et dans ce cas-là, c'est illegal access, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'accéder. Donc ça, il y a des restrictions. Alors bref, pour ne pas compliquer un peu les choses, parce que les exceptions, donc c'est juste l'occasion de vous en parler, mais pour ne pas avoir tout ça, on peut tout simplement faire, je supprime tout ça, et j'utilise throws exception. Alors vous savez, quand vous mettez throws exception, c'est-à-dire quelle que soit l'exception. C'est-à-dire je ne traite pas les exceptions, j'ignore toutes les exceptions pour le moment. Je suppose que tout marche bien. Mais quand il y a une exception qui arrive, donc on va voir l'exception au niveau de l'écran au moment de l'exécution. Donc, pour créer une instance, vous voyez donc ici, équivalent à quoi? C'est équivalent à new constructeur. C'est-à-dire new DAO implémentation. Sauf que ça c'est statique. Ça c'est statique, vous savez le faire. Et ça c'est dynamique. Alors maintenant, quand on crée un objet, il faut l'affecter à une variable. Alors par défaut, new instance, il retourne un objet de type object. Donc c'est-à-dire new instance est un objet de type object. Alors moi je connais le type. Je sais que c'est un objet de type object, mais je sais très bien que l'objet que je suis en train de créer, ça peut être soit DAO implémentation 1, ça peut être DAO implémentation 2, ça peut être 3. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes ces versions-là implémentent la même interface. Ça veut dire que je ne connais pas les classes, mais je connais l'interface. C'est-à-dire je sais que cet objet que je suis en train d'instancier, c'est un objet de type I et DAO. Donc je l'appelle DAO. Alors maintenant, une méthode, plutôt un objet de type object, je ne peux pas l'affecter à un objet de type IDAO. Ici, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle un sous-casting. Un cast comme ça. C'est-à-dire, vous dites, oui, je sais que c'est un objet de type object, mais en réalité, c'est un objet de type IDAO. Je sais très bien que l'objet que je suis en train d'instancier ici, c'est un objet d'une classe, qui implémente cette interface. C'est ça la signification. Donc ça suppose maintenant que mon fichier texte ici, obligatoirement, dans la première ligne,
il devrait contenir le nom d'une classe qui implémente l'interface IDAO. Alors ça peut être la version 2, ça peut être 3, ça peut être 4, etc. Alors maintenant, on va faire un test pour voir déjà est-ce qu'on arrive à instancier donc l'objet de façon dynamique. Et bien tout simplement, je peux faire un test, je peux faire system.out.print, j'appelle DAO, l'objet DAO que je crée, et j'appelle la méthode getData. Alors si j'exécute cette application-là, je vais voir ici version base de données. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas de problème, j'ai instancié la classe. Alors maintenant, supposons cette application-là, même s'il n'est pas encore terminé, supposons je voudrais utiliser version 2 au lieu de version 1. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser DAO implémentation ici 2. Et je change ici extension. Vous voyez donc, je n'ai pas besoin de modifier le code source. Je réexécute l'application. Et là, je vois que j'ai basculé vers la version web service. Le client vient de basculer vers le web service en changeant un fichier de configuration. Et s'il veut encore revenir à la version base de données, ben, vous lui dites tout simplement DAO, d'aller vers le fichier de configuration, vous mettez DAO implémentation, j'exécute, ça marche. Donc je reviens vers la version base de données. Donc avec ça, vous avez déjà une idée que comment on peut créer une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Alors je viens d'utiliser ici deux choses. La première, c'est d'abord le couplage faible. Vous voyez, je dépends que des interfaces. Je ne connais pas les classes. Et la deuxième, c'est, pour le moment, j'utilise l'instanciation dynamique et non pas l'instanciation statique. Donc avec l'instanciation dynamique, on peut rendre une application fermée à la modification, ouverte à l'extension. Ça, on peut le faire. Alors maintenant, sauf qu'on n'a pas encore terminé parce que dans mon cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a créé donc l'objet DAO. Maintenant, on va créer l'objet métier. Et après, on va faire l'injection des dépendances. Mais tout ça, on va le faire de façon dynamique. Donc pour le faire de façon dynamique, donc on va reprendre à peu près la même chose ici. C'est-à-dire, j'ai besoin de créer maintenant cet objet métier implémentation. Je reprends. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, d'après vous, qu'est-ce que je dois écrire? Parce que je dois refaire la même chose ici. Class.forName ou le nom de la classe. Donc, avant de faire class.forName, donc je déclare d'abord string. Non, on est à la deuxième ligne, on peut pas faire. Voilà. line. Exactement. On va next line, exactement. On va dire d'abord métier class name. Je vais lire d'abord le nom de la classe en utilisant scanner.nextLine. Très bien. Donc je viens de lire, je vais vers le fichier texte, je lis la deuxième ligne. Parfait. Maintenant, une fois que je lis la deuxième ligne, je vais charger la classe en mémoire. Je vais utiliser classe, je vais déclarer classe cmétier égale class.forName métier class name. La classe, elle est chargée en mémoire. La troisième étape, c'est créer un objet de cette classe en utilisant tout simplement classe cmétier.getConstructor.newInstance. New instance. Alors maintenant, je crée un objet de cette classe. Cet objet, je ne connais pas la classe, mais je connais l'interface. Donc l'objet, il est de type i et métier. Donc je déclare une variable métier égale à ça. Alors maintenant, je ne peux pas le faire parce qu'il faut faire un sous-casting comme ça. Donc vous voyez donc ici, donc, je viens d'écrire encore l'objet métier. Alors sauf qu'avec l'instanciation statique, pour vous c'est simple parce que vous avez l'habitude, mais pour l'instanciation dynamique, vous voyez donc à chaque fois que je veux créer un objet, il faut d'abord chercher le nom de la classe, il faut voir est-ce qu'il est chargé en mémoire, et après il faut l'instancier. Une fois qu'il est chargé en mémoire, je peux créer des instances. Donc ce qui fait, c'est il y a plus de travail dans l'instanciation dynamique, mais après ne vous en faites pas parce qu'après on va voir que ça, c'est pas à nous de faire ça. C'est pas à nous de faire cette instanciation dynamique, c'est le framework qui va faire ce travail. C'est Spring qui va nous permettre de faire ce travail-là par la suite dans la troisième étape. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste cette étape, c'est-à-dire cette DAO. C'est l'injection des dépendances. Il reste maintenant cette relation que vous voyez ici.
Alors pour faire l'injection des dépendances, eh ben, je ne peux pas utiliser, ça veut dire je vais appeler la méthode setDAO. Et pour appeler la méthode setDAO, bah, je peux pas faire ça, métier.setDAO. Pourquoi? Parce que métier, il est de type émétier. Or, dans l'interface émétier, il n'y a pas de méthode set. Parce que la méthode set, elle existe dans la classe, mais elle n'existe pas dans l'interface. Donc, ce qui fait que je vais appeler la méthode setDAO de manière dynamique. Alors, pour cela, donc, il va falloir créer un objet méthode que je vais appeler setDAO. C'est une variable. Une méthode de quelle classe? De la classe CMétier. Dans CMétier, je vais appeler getDeclared méthode. Je vais lui demander, cherche-moi une méthode. Au moment de l'exécution, cherche-moi une méthode dans cette classe-là. Cette méthode s'appelle setDAO. Et cette méthode, vous savez que dans une classe, je peux trouver plusieurs méthodes qui ont le même nom, mais qui ont des arguments différents, qui ont des signatures différentes. Donc, ce qui fait que quand j'appelle la méthode, il faut préciser. Je veux la méthode setDAO qui reçoit un argument de quel type? Supposons que la méthode setDAO, elle reçoit un type int. Donc, vous allez écrire integer.class. Supposons que la méthode setDAO reçoit un paramètre de type float. Vous allez écrire float.class. Supposons que cette méthode reçoit deux paramètres. Le premier, il est de type float. Le deuxième, il est de type string. Vous allez faire ça. String.class. C'est-à-dire, c'est la méthode. Ça suppose que la méthode setDAO reçoit deux paramètres. Le premier, c'est float. Le deuxième, c'est string. Alors, dans notre cas ici, la méthode setDAO, on sait que c'est une méthode qui reçoit un objet de quel type? De type i et DAO. Donc, EDO.class. Alors maintenant, j'ai la méthode. Maintenant, j'exécute la méthode. Et pour exécuter la méthode, je vais utiliser setDAO, c'est-à-dire c'est cette méthode-là, .invoke. Alors la méthode invoke, c'est exécute-moi cette méthode. Je vais exécuter la méthode sur quel objet? Sur l'objet métier. Et qu'est-ce que je vais transmettre comme paramètre? L'objet DAO. Donc ça, c'est l'injection des dépendances. Alors, je vous explique. Alors, ça veut dire quoi? Si vous regardez ça, parce que cette instruction-là, vous savez ce que c'est. Ça veut dire quoi? setDAO. Métier.setDAO. Ça veut dire que j'invoque, invoque. Invoque, ça veut dire exécute. J'invoque la méthode setDAO sur quel objet? Sur l'objet métier. Et qu'est-ce que je lui transmets comme paramètre? L'objet DAO. Alors ça, vous savez le lire facilement. Alors ça, c'est la même chose. J'invoque la méthode setDAO. Sur quel objet? Sur l'objet métier. C'est celui-là. Et je lui transmets comme paramètre l'objet DAO. C'est celui-là. Donc ça, sauf que ça, c'est statique. Statique. Et ça, c'est dynamique. Alors maintenant, à travers déjà cet exemple-là, vous venez d'apprendre quelque chose qui fait partie de Java. Comme Java, c'est un langage que vous allez beaucoup, bien sûr, utiliser souvent. Donc il faut juste comprendre ça. Déjà, c'est que dans Java, il y a deux façons pour créer les objets. On peut les créer soit de manière statique ou bien de manière dynamique. Alors maintenant, on va tester en faisant appel à la méthode calcul. Le résultat égal, c'est l'objet métier point calcul. Alors si j'exécute mon application, je vois ici donc, je fais le calcul avec la version base de données. Alors je suppose maintenant, ça y est, l'application est terminée, close, je n'ai plus besoin du code source. Donc mon application au départ, elle utilise la version base de données. 6 mois après, le client m'appelle pour me dire, au lieu de la version base de données, on veut la version web service. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous envoyez un développeur, il va créer donc la version web service. C'est-à-dire, il va créer une nouvelle classe qui implémente l'interface EDAO, c'est-à-dire celle-là. Il va créer la version web service. Et maintenant,
à quel niveau je dois changer pour que mon application utilise la version web service au lieu de version base de données. Config.txt. Exactement, donc je n'ai plus besoin de toucher le code source Java. Il suffit d'aller vers le fichier config. Et ici, donc, je vais dire, je vais utiliser extension version 2. J'exécute l'application. Et là, maintenant, mon application, elle est basculée vers la version web service. Et si le client vous dit, demain, il vous appelle, il vous dit, en fait, cette version web service, de temps en temps, ça ne marche pas. Elle est encore instable. On aimerait bien revenir à la version base de données. Ben, vous n'aurez pas besoin de modifier le code source, de recompiler tout ça, ce que ça peut engendrer comme cauchemar. Ben, vous allez vers le fichier texte, vous dites, ben, c'est pas grave. Donc là, ici, je vais basculer vers la version base de données. Donc et là, vous venez de créer carrément une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Alors maintenant, si vous ne voulez pas lire à partir d'un fichier de configuration, l'utilisateur, il vous demande, moi je veux que ça soit, c'est-à-dire au niveau de l'interface, c'est-à-dire dans l'interface de l'application, donne-moi la possibilité de choisir est-ce que je vais utiliser la version base de données ou bien la version web service. Bon, ça, on peut le faire. Avec le couplage faible, ça, on peut le faire. Sauf que ici, je ne vais pas créer une version avec des interfaces, mais ici, je peux tout simplement faire CTRL-C, CTRL-V. Ça, je vais l'appeler version 22. Dans la version 22, au lieu de lire à partir d'un fichier texte, je vais lire à partir du clavier. Vous savez, pour lire à partir du clavier, vous mettez scanner system.in. Comme ça. Et après, je vais demander à l'utilisateur, au lieu de faire, donc ici, donc je vais afficher un message. Je vais lui dire, donnez-moi la classe, la classe de la couche DAO. Deux points. Donc, print. Voilà, print. Donner la classe de la couche DAO. Donc, je fais next line. Sauf que cette fois-ci, next line, je suis en train de lire à partir du clavier. J'instancie la classe, ça marche. Et après, là, je vais encore demander, donnez-moi la classe de la couche métier. Ici. Donnez la couche métier. Alors ici, donc, au lieu d'utiliser un fichier texte, je vais utiliser le clavier. Donc, quand j'exécute cette application-là, cette version, ben, cette fois-ci, vous voyez, donc, au démarrage, voilà, c'est au moment de l'exécution, l'application va me dire, donne-moi la classe. Je vais lui dire, je veux utiliser DAO implémentation. Donne-moi la couche métier. Je vais utiliser métier implémentation. Là, il m'exécute l'application avec la version base de données. Si j'exécute l'application une deuxième fois, ben, il me dit, donne-moi la classe. Je vais lui dire, je vais utiliser extension.dao implémentation. 2. Métier implémentation. Vous voyez, donc il fait le calcul avec la version web service. Donc, c'est quoi ça? C'est tout simplement une application qui est complètement fermée à la modification, ouverte à l'extension. Supposons d'ici, dans une année, en fait, le client me demande encore, on veut une version capteur. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va envoyer un développeur qui va créer une nouvelle classe qu'il va appeler par exemple DAO. Il peut l'appeler DAO implémentation version capteur. Comme ça. Il implémente l'interface et DAO. Il redéfinit la méthode getData. Vous voyez, donc ça c'est de la maintenance. Et après ici on va afficher version capteur.
version capteur. Et après, je récupère une valeur ici. Data égale 77. Et c'est data. Alors, ça, c'est, il crée ça, c'est une extension. Alors, il exécute l'application. Présentation 22, j'exécute. Et après, l'application me dit quelle version. Je vais lui dire, je vais utiliser extension. Point, ça, c'est là. Version capteur. Et après, quelle couche métier? La couche métier ne change pas. C'est métier toujours, point. Métier implémentation. Vous voyez donc ici, mon application fait le calcul, mais en utilisant la version capteur. Donc, je n'ai pas besoin de modifier le code source. Et ça, c'est parfait. C'est ce qu'on appelle une application fermée à la modification et ouverte à l'extension. Alors, sauf que... mais par contre, si vous exécutez l'application, il vous dit une classe, et vous mettez n'importe quoi. Vous dites ça, et vous mettez l'orthographe, une classe qui n'existe pas. Alors là, il faut s'attendre à des exceptions. Bah, quelle exception? Vous voyez donc ici, vous avez class not found exception. Il vous dit que au moment de l'exécution, vous lui avez demandé d'instancier une classe qui n'existe pas, puisque normal. OK? Alors maintenant, ce qu'on vient de faire, c'est bien. C'est-à-dire, nous avons vu comment faire l'injection des dépendances en utilisant l'instanciation dynamique. Mais le problème, c'est assez lourd. À chaque fois, si vous avez une grande application, et si vous voulez créer que des objets comme ça, à chaque fois class.forName, new instance, méthode invoke, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, et d'autant plus que vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez faire copier-coller. Vous voyez donc ça, vous faites copier-coller et vous remplacez. Copier-coller, remplacer. C'est-à-dire c'est le même code technique qui va se répéter. Et vous savez que si vous faites copier-coller et vous commencez à remplacer, il faut s'arrêter. Il faut se poser la question, un bon ingénieur, quand vous faites copier-coller et vous remplacez pour adapter, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, est-ce qu'il n'y a pas un framework qui permet d'automatiser ça, qui permet de faire ce travail? Souvent, quand on fait copier-coller, on remplace, copier-coller, on remplace pour faire des choses, même si vous utilisez Excel ou Word, je ne sais pas quoi, quand vous faites copier-coller, vous remplacez, ben, si vous êtes un ingénieur, vous allez dire, je vais créer une macro, ou bien je vais créer, est-ce qu'il n'y a pas un framework qui permet d'automatiser ça? Ben, c'est la même chose. Généralement, quand vous faites copier-coller, remplacer, c'est que vous avez déjà trouvé le framework. Alors, la question maintenant, est-ce que ce framework existe déjà? Alors, si ça existe déjà, il faut l'utiliser parce que ça va vous économiser beaucoup de temps. Mais si ça n'existe pas, ben, soyez courageux de créer cette macro ou bien ce framework une fois pour toutes. Et comme ça, par la suite, vous allez faciliter la vie aux gens qui vont encore faire le même travail. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, la réalité, c'est que pour faire cette injection des dépendances, il y a un framework qui va nous aider beaucoup. Il va faire encore mieux que ce qu'on est en train de faire. C'est le framework Spring. Donc, Spring Framework, c'est un framework que j'ai présenté la dernière fois, qui est basé sur l'inversion de contrôle et il fait l'injection des dépendances. Alors maintenant, on va voir la troisième version, comment utiliser le framework Spring. Donc, je vous explique d'abord via les slides et après, je reviens vers la démo. Est-ce qu'on peut prendre une petite pause? Oui, c'est une bonne idée. Oui. Alors, on prend une pause de 15 minutes, pas plus, pour ne pas trop perdre le temps. Et après, on reprend. C'est OK? D'accord, monsieur. Allez, 15 minutes et je reprends.